Notre deuxième invité ce matin, Pierre-Yves Bournazel. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous sur LCI ce matin. Vous êtes député Les Républicains de Paris, proche d'Alain Juppé et porte-parole des Constructifs à l'Assemblée nationale. L'un des gros dossiers de la semaine, le projet de loi sur la confiance en politique, sera définitivement voté mercredi au Parlement. On a beaucoup parlé de l'interdiction des emplois familiaux pour les députés notamment, et certains disent que c'est de la discrimination à l'embauche, parce que le vrai problème, c'est pas les emplois familiaux, mais les emplois fictifs. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Bien sûr que c'est les emplois fictifs le problème majeur, mais les emplois familiaux, c'est aussi un sujet qui a été mis sur la table, notamment pendant la campagne présidentielle. Au fond, qu'a-t-on voulu avec ce projet de loi ? C'est plus de contrôle et plus de transparence de manière générale sur l'action politique. Donc interdiction des emplois familiaux parce qu'il y a eu des abus et qu'au fond beaucoup de nos concitoyens disent il y a suffisamment de compétences pour ne pas recruter quelqu'un de sa famille au Parlement, et nous l'avions fait avec Valérie Pécresse d'ailleurs à la région Île-de-France il y a déjà 2 ans. C'est plus de contrôle, notamment aussi sur les dépenses de frais de représentation des parlementaires, c'était important. C'est aussi la fin de la réserve parlementaire, et j'aurais aimé moi, à titre personnel, qu'on aille plus loin, mettre fin à toutes les réserves ministérielles. J'aurais aimé aussi qu'on mette fin au verrou fiscal de Bercy. Bref, c'est un premier pas qui permet plus de contrôle et de transparence, et j'espère que nous aurons l'occasion dans le quinquennat d'aller plus loin pour retisser la confiance entre les Français et la politique. Emmanuel Macron souhaite créer un statut de première dame qui fait un petit peu polémique. Ça a recueilli, il y a une pétition qui circule en ligne, ça recueille déjà 190 000 signatures, c'est quand même pas mal. C'est pas un peu contradictoire ça avec justement cette interdiction d'employer des proches ? Tout d'abord, Emmanuel Macron avait annoncé dans la campagne présidentielle qu'il créerait ce statut, donc il n'y a pas de surprise, c'est transparent. Là aussi, les Français ont beaucoup critiqué. Il y a une première dame, avant qu'il y ait un jour, je l'espère, un premier monsieur, si j'ose dire, puisque ça peut être première dame, mais c'est le conjoint en réalité, ou la personne qui est mariée avec le président ou la présidente de la République. Auparavant, il n'y avait pas de reconnaissance. Mais la réalité, c'est que il y a quand même une forme de statut officieux. Il le rend officiel. C'est plus de transparence là aussi, et moi je peux que m'en réjouir. Mais c'est un statut avec un budget dédié, il faut quand même le préciser, et à l'heure où le gouvernement cherche à faire des économies, est-ce que ça peut être un peu problème ? Et ce budget existait avant, sauf qu'il n'était pas transparent. Il vaut mieux qu'il existe de manière transparente et officielle. Ça tombe pas un peu mal aussi la nomination de Michel Mercier au Conseil constitutionnel, lui qui fait l'objet d'une enquête sur l'emploi de ses 2 filles comme assistantes au Sénat ? Sur chacune de ces affaires, je ne peux pas faire de commentaires. C'est à la justice de faire son travail, il n'y a personne d'autre, et au Conseil constitutionnel, ensuite, de savoir si M. Mercier a toute sa place. En tout cas, il ne faut pas mettre les choses dans le désordre. M. Mercier a été nommé par le président du Sénat, et c'est ensuite qu'il y a eu cette révélation, vraie ou fausse. Nous n'en savons rien, vous et moi, donc je pense que laissons la justice faire son travail et reconnaissons M. Mercier comme à n'importe quel justiciable la présomption d'innocence. Mais comment vous interprétez, vous, que Gérard Larcher s'oppose à la perquisition au Sénat ce week-end ? Je ne sais pas, j'ai cru constater qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour réaliser cette perquisition, c'est-à-dire le lieu, les documents recherchés, donc c'est au président du Sénat qu'il appartient de juger sur pièce. En tout cas, cette loi de moralisation a été, c'est déroulé avec des discussions houleuses et a mis parfois en avant l'inexpérience de certains députés de La République En Marche. Vous, quel regard portez-vous là-dessus ? Est-ce que ça vous a dérangé ? Écoutez, si l'apprentissage de certains doit être accéléré, il le faut. Mais je pense que certains qui ont un peu plus d'expérience en ont joué aussi, c'est-à-dire qu'ils ont joué un peu les gros bras. Et je crois que c'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Est-ce qu'on a fait des choses utiles ? Oui, nous avons parlé tout à l'heure de moralisation, en réalité de confiance dans l'action politique, il fallait le faire. C'était un engagement d'ailleurs d'Emmanuel Macron, mais je crois qu'au-delà des clivages politiques, c'est un engagement fort des politiques pour rétablir la confiance avec nos concitoyens. Est-ce qu'on devait faire le projet d'habilitation d'ordonnance pour libérer le travail ? Je crois que oui, et ça a été voté, et je m'en réjouis. À la rentrée, on a un vrai programme, et je souhaite des réformes structurelles lancées par le gouvernement, et notamment un budget sur 5 ans qui nous permette de voir là où on peut baisser la dépense publique, là où on peut assurer notre sécurité, favoriser l'école. Je me réjouis, moi, comme élu du 18e arrondissement de Paris, que dès la rentrée 2017, ce gouvernement mette en place le dédoublement des classes de cours préparatoires dans les quartiers REP+, c'est-à-dire dans les quartiers populaires où les enfants, au départ, ont moins de chance, ils vont avoir plus de moyens d'acquérir les fondamentaux, savoir lire, écrire, compter. C'est ça qui compte, c'est être en réforme, des réformes utiles pour les Français. Et donc, c'est cet objectif-là qui doit rester au cœur de notre stratégie.
Si on fait un petit peu le bilan, ça fait 3 mois qu'Emmanuel Macron, jour pour jour, hein, aujourd'hui qu'il est au pouvoir. Comment vous interprétez la chute d'Emmanuel Macron dans les sondages? 7 points en moins au mois de juillet, c'est assez inédit. Est-ce que c'est quoi que certaines mesures qu'il souhaite mettre en place sont des erreurs finalement? Je pense notamment aux APL. D'abord, Jacques Chirac a donné une leçon à chacun. Il disait, les sondages, il ne faut jamais les regarder. Parce que quand ils sont trop bons, ça grise, et quand ils sont mauvais, ça plombe le moral. Donc je crois que le président de la République, il n'est pas là pour regarder les sondages. Il est là pour fixer le cap, donner la vision, et permettre au gouvernement de travailler et de faire les réformes qui seront utiles au redressement économique, à retrouver le chemin de l'emploi, la croissance et l'ascenseur social. Mais est-ce qu'il y a eu des erreurs quand même faites par Emmanuel Macron dans ces 3 derniers mois, selon vous? Probablement, mais je pense que sur la scène internationale, il fait honneur à notre pays, il est crédible. Mais quelles erreurs? Alors vous dites probablement, lesquelles à votre avis? Écoutez, sur les APL, moi je pense qu'il vaut mieux une refonte globale de la politique du logement, de savoir ce qui ne fonctionne pas dans notre politique de logement plutôt que de rogner sur 5 euros d'APL. Voilà, je pense qu'il vaut mieux aller au fond de réformes structurelles plutôt que de faire du rabot de manière générale. Mais il faut dire que à l'arrivée, ce gouvernement a connu des difficultés financières, d'abord par l'insincérité du budget précédent voté sous M. Hollande, et que pour le boucler et tenir les engagements qui avaient été pris, il a fallu faire des économies sur l'année 2017. Je rappelle que vous êtes républicain, constructif, donc Macron compatible. Il y a quand même des sujets alors avec lesquels vous n'avez pas été d'accord sur ces 3 derniers mois. Vous parliez des APL notamment, c'était pas tellement quelque chose que vous défendiez. De manière générale, nous ce que l'on va défendre, c'est les réformes utiles pour le pays qu'on a toujours porté dans la droite modérée au centre. Je parlais de l'école tout à l'heure, c'est vrai sur le travail et la croissance, c'est vrai sur la sécurité. Mais est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'entendiez pas avec la question, c'est plutôt l'avenir, c'est sur la fiscalité. Nous allons nous battre pour proposer plutôt des baisses de la dépense publique, parce qu'on sait que derrière, on a besoin plutôt d'une baisse de la fiscalité, notamment sur les ménages et les entreprises. Sur les entreprises pour être plus compétitifs, et sur les ménages parce qu'elles sont asphyxiées d'impôts et de taxes. Et donc notre utilité, c'est de dire faisons des efforts pour baisser plus la dépense publique et ne pas pénaliser les classes moyennes notamment et nos entreprises. C'est là-dessus que vous entendez peser en tant que constructif? Oui, tout à fait, parce que nous pensons que c'est l'intérêt du pays. Est-ce que vous n'êtes pas quand même globalement plus proche de la République En Marche que des Républicains à l'heure actuelle? Écoutez, moi je ne me situe pas par rapport à des partis, mais par rapport à des idées, à des convictions, par rapport à l'intérêt de mon pays. Donc j'ai été engagé, vous l'avez dit tout à l'heure, avec Alain Juppé dans la primaire de la droite et du centre. Et je crois que les valeurs, les réformes, les idées qu'il a portées, on les retrouve en partie avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe, le Premier ministre, qui était un des porte-parole d'Alain Juppé. Donc il y a une cohérence aujourd'hui. Et ce qu'il faut, c'est faire réussir notre pays. Arrêtons de vouloir en permanence mener nos positions frontales, dures, alors qu'un certain nombre de réformes qui sont portées sont de bonnes réformes, des réformes qui peuvent être utiles pour notre pays. Et je crois qu'il faut que le politique revienne au sens de l'intérêt général. Comment ça se passe au quotidien à l'Assemblée nationale, avec vos collègues républicains du parti d'origine? Vous êtes en froid? Non, mais pas du tout. Moi, je discute avec mes collègues républicains, comme de la République En Marche, et il m'arrivait même de voter un amendement de la France Insoumise sur un sujet. Donc, moi, j'essaye de sortir des postures stériles et politiciennes. Je crois que vous dites ça, mais quand même, il y a quand même une commission qui va statuer sur la possibilité de vous exclure ou non du parti à l'automne. Donc, c'est quand même un peu tendu, non? Écoutez, peut-être, mais moi, je trouve que les aspects très partisans, non. On a 30 ans d'alternance en France, entre la gauche et la droite. Les Français ont jugé que c'était des alternances de l'échec. Et là, Emmanuel Macron veut prendre les talents et les compétences venant de la gauche modérée et de la droite modérée, et dire faisons les réformes qu'on a trop longtemps reportées, sur le travail, sur l'école, sur la sécurité, sur la confiance dans l'action publique. Eh bien, on lui donne sa chance, et on va l'aider à réussir, mais en gardant notre droit critique et de proposition, bien évidemment. Et je crois que c'est la démocratie qui fonctionne bien comme ça. Éric Woerth a déclaré ce week-end que Emmanuel Macron avait cassé la droite. Votre réaction à ça? Mais je ne crois plus en ça. Je crois dans les idées et dans le service du pays. Donc vous ne croyez plus au clivage gauche-droite en fait? Je crois qu'il y a une recomposition des clivages. Et le clivage va se faire plutôt entre ceux qui veulent ne rien faire, conserver les choses en l'état, et mener des formes d'opposition, on le voit avec M. Mélenchon, extrêmement frontales et dures, et celles et ceux qui veulent une société en mouvement, qui ont une vision humaniste et ouverte de la société et qui ont envie de mener des réformes pour débloquer la société française, notamment sur l'ascenseur social, la réforme de l'école et du travail. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ce sont des réformes qu'on aurait dû mener depuis longtemps et que le gouvernement veut faire aujourd'hui. Si Laurent Wauquiez prend la présidence du parti, il est bien parti pour, est-ce que vous resteriez au parti Les Républicains? Moi je respecte Laurent Wauquiez, mais ses idées
sont totalement différentes des miennes. Et que la vraie question à se poser aujourd'hui, probablement demain à la rentrée, c'est quand il y a des désaccords fondamentaux sur les réformes à mener, sur la vision européenne ou sur la vision de la société, et bien peut-être qu'il y aura des leçons à tirer. C'est-à-dire ? Bien, quand on a un désaccord, c'est comme dans un couple, si des désaccords sont trop importants, parfois il faut s'interroger si chacun, de manière respectueuse les uns des autres, n'a pas à mener sa vie de son côté. Donc vous ne tenez pas à tout prix à rester chez les Républicains ? Moi, je suis rentré à l'époque à l'UMP, c'était Jacques Chirac. Il faut que certains réfléchissent de savoir où est allé le curseur. Moi, je pense qu'il y a eu un durcissement de la ligne idéologique de la droite, et ça a amené à l'échec. En 2002, nous avions 300 députés, même un peu plus, ou Jacques Chirac. En 2007, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, 250. En 2012, après l'échec de Nicolas Sarkozy, 200. Et aujourd'hui, les Républicains, stricto sensu, sont 100. Plus ils durcissent leur ligne, plus il y a un échec et plus le Front National monte. Moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Qui peut redresser la droite, selon vous, alors ? Eh bien, écoutez, on a un Premier ministre de droite qui s'appelle Édouard Philippe. On l'a dit, vous êtes toujours un proche d'Alain Juppé. Comment est-ce qu'il vit, lui, tout ça, cet éparpillement de la droite ? Oh, écoutez, je ne vais pas parler au nom d'Alain Juppé, d'abord parce que... Mais vous avez peut-être des nouvelles ? De temps en temps, oui, bien sûr. Pour moi, c'est une référence. C'est un homme d'une grande solidité, c'est un homme d'État qui avait un véritable projet pour la France, un cap. Et quand on voit ce qu'il fait de Bordeaux et de sa métropole, on se dit que ça reste une boussole pour nous tous. Il entend peser quand même dans le débat à droite. J'ai vu qu'il organisait avec ses amis politiques, vous en serez peut-être du 25 au 27 août, un week-end à Bordeaux. Vous y serez ? Sa voix compte. Oui, je suis un ami d'Alain Juppé, et donc je suis fidèle à sa vision du monde, et j'allais dire à ce qu'il peut apporter en politique de sincérité et de vision. Je crois que sa voix compte. Elle est une référence pour beaucoup de Français. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bournazel, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur LCI. Tout de suite, c'est un nouveau journal avec Adrien Borne.